Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fibres. C'est Emmanuel Langade qui va nous parler de tout ça. Donc je vous remercie déjà à tous d'être là. Donc cette conférence, comme certains le savent déjà, est organisée et réalisée par Movadom en partenariat avec Adapsia et Family Zen. On remercie également notre financeur, qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de Seine-Saint-Denis, avec le concours de la CNSA. Donc merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Chloé. C'est moi, du coup, je serai votre hôte, pardon, excusez-moi, aujourd'hui. Et je serai présente dans le chat si vous avez besoin d'informations ou si vous avez le moindre souci technique, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Et du coup, je vous présente Emmanuel Langade qui est avec nous aujourd'hui et qui va nous parler des fibres. Donc, je vous laisse, Emmanuel, prendre le relais sur la présentation. Vous pouvez prendre le Très contrôle si bien. vous le souhaitez. Eh bien, Merci beaucoup. merci Avec beaucoup, plaisir. Chloé. Donc, du coup, je vais commencer cette présentation sur les fibres. Donc, peut-être avant, rapidement, je vais me présenter. Donc, Emmanuel, je suis diététicienne nutritionniste. À la base, j'ai une formation d'ingénieur agronome et donc, il y a une dizaine d'années, je me suis reconvertie après avoir travaillé dans l'agroalimentaire. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis diététicienne. J'ai travaillé à l'hôpital. Aujourd'hui, j'ai mon cabinet en libéral, mais je fais aussi de la prévention santé et j'interviens aussi dans des réseaux de santé pour les maladies chroniques. Voilà, donc je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Du coup, alors aujourd'hui, on va parler des fibres. Souvent, quand on parle d'équilibre alimentaire, eh bien, alors je ne sais pas si vous voyez le diaporama là. Oui, on le voit bien. Alors, par contre, voilà, là c'est parfait, Voilà. vous avez passé la slide. Merci. D'accord, excusez-moi. Donc c'est vrai, quand on parle d'équilibre alimentaire, souvent on parle du choix des aliments, de l'énergie, pas trop de sucre, pas trop de gras, on nous parle aussi des rythmes alimentaires, mais et parfois on évoque aussi le bénéfice des fibres. Donc je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui d'approfondir cette notion-là et de voir avec vous eh bien, quels sont ces bénéfices et de revenir aussi sur voilà, les fibres, qu'est-ce que c'est, dans quels aliments on les trouve. Voilà. Donc, du coup, donc, si on reprend un peu le déroulé de notre séance d'aujourd'hui, on va voir ensemble qu'est-ce que c'est les fibres alimentaires, voilà, enfin, quelle est leur nature, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs actions et leur rôle dans l'organisme. Et du coup, ça nous permettra de comprendre en fait que pour nous, les fibres alimentaires, elles ont de nombreux bénéfices santé et elles nous permettent de rester bien en forme. Et puis enfin, on abordera une thématique qui est, voilà, qui moi me semble hyper importante et qui représente voilà, l'avenir de la recherche sur le microbiote intestinal et l'action des fibres sur le microbiote intestinal. Alors, les fibres, de quoi on parle? De quoi on parle quand on parle des fibres? Alors, on va reprendre ensemble la définition. Les fibres, en fait, donc dans les aliments, qu'est-ce qu'on a dans les aliments? Eh bien, on a les aliments, ils nous apportent de l'énergie à travers les sucres, à travers le gras, à travers les protéines. Les énergies, les aliments nous apportent aussi des micronutriments à travers les minéraux, les oligoéléments, les vitamines. Les aliments nous apportent aussi de l'eau. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que les aliments nous apportent des fibres. Alors les fibres, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont des sucres qui sont présents dans les végétaux, essentiellement dans les végétaux. On ne trouve pas de fibres dans les produits animaux. Donc les fibres, on les retrouve essentiellement dans les fruits, dans les légumes secs, dans les céréales. Et ces fibres, elles sont présentes au niveau des parois végétales, notamment quand on parle de cellulose, d'hémicellulose, de pectine, et elles sont également présentes
sous forme de gomme, de mucilage, d'inuline, alors plutôt dans les cellules. Ces fibres, il faut savoir qu'elles ne sont pas digérées, ni absorbées au niveau de l'intestin grêle. Donc, elles ne sont pas digérées au niveau de la partie haute du tube digestif. Et donc, du coup, elles n'apportent pas d'énergie. En fait, ces fibres, elles vont aller jusqu'au niveau du côlon, où là, en fait, elles vont être fermentées et elles vont produire des acides gras, des gaz et des résidus qui ensuite seront évacués dans les selles. Et enfin, ce qui est important de bien comprendre et qu'on va aborder en fin de présentation, c'est que ces fibres, elles vont avoir pour mission de nourrir notre microbiote intestinal. Et donc, on les nomme les prébiotiques. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. En fait, il y a deux types de fibres. Il y a des fibres qu'on dit solubles et il y a des fibres qu'on dit insolubles. Et en fait, ces fibres, elles vont se distinguer du coup par leur comportement dans le tube digestif. Les fibres solubles dans l'eau, elles vont devenir très visqueuses et créer un gel. Donc on peut citer par exemple les bêta-glucanes, les alpha-galactosines, les pectines, les gommes. Donc ces fibres solubles, elles créent un gel. Et puis en parallèle, on a des fibres qu'on nomme insolubles. Et donc elles vont au contact de l'eau gonfler et créer un espèce de ballast voilà, qui va avoir une action pour stimuler en fait le bol alimentaire tout le long du tube digestif. Donc, dans les fibres insolubles, on peut, voilà, c'est des écorces, le son des céréales, les pépins, la peau des légumes et des fruits. Voilà. Et puis encore, il y a des fibres qui sont partiellement solubles. Voilà, dans la majorité des fruits et légumes, dans les légumes secs, dans les céréales. Donc voilà. Donc les fibres solubles et insolubles, elles se distinguent par leur comportement dans le tube digestif. Il y en a certaines qui sont visqueuses et qui créent un gel autour des nutriments, et d'autres qui vont se gonfler d'eau. Et puis après, on peut distinguer les fibres par leur capacité à fermenter dans le côlon. Et on remarque qu'en fait, les fibres qui sont insolubles, qui sont riches en cellulose, elles ont une très faible capacité à fermenter dans le côlon, alors que les fibres solubles, enfin certaines d'entre elles, vont fermenter beaucoup et de façon importante dans le côlon. On peut citer certaines fibres qui sont présentes dans les légumes secs, l'inuline, dans l'ail, dans l'artichaut ou dans la chicorée. Alors, quelles sont les principales sources de fibres? Alors, vous voyez, donc, dans les céréales, et en particulier quand elles sont complètes, les céréales contiennent beaucoup de fibres. Alors, principalement des fibres insolubles, notamment dans les écorces. Quand vous prenez un grain de blé, vous voyez qu'il y a une écorce autour. Ça, c'est des fibres qui sont principalement insolubles. Donc, il y a de l'hémicellulose, de la cellulose et une petite fraction de lignine. Et puis, à l'intérieur des céréales, vous avez aussi des fibres solubles. Donc, dans le blé, le seigle, l'orge, vous avez des fibres solubles donc, qui vont créer ce gel, et notamment dans l'avoine. L'avoine est une des céréales qui est la plus riche en fibres solubles, avec 50% des fibres totales. Ensuite, donc, qu'est-ce qui contient beaucoup de fibres? C'est les légumes secs, avec 3/4 de fibres insolubles. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience que quand on cuit des légumes secs ou quand on cuit des céréales, eh ben, le volume va augmenter. Donc, la teneur en fibres, du coup, diminue un peu parce que les légumes secs vont se gonfler d'eau à la cuisson. Ensuite, on retrouve des fibres, bien sûr, dans les fruits et les légumes, avec voilà, à peu près 2/3 de fibres insolubles et 1/3 de fibres solubles, notamment sous forme de pectine. Souvent, vous savez, on parle de la pectine des pépins de pommes ou de la poire ou des agrumes. En fait, la pectine, c'est ce qu'on utilise
souvent pour faire de la confiture, hein, de la gelée. On utilise ça pour créer le gel de la gelée. Et enfin, vous avez des fibres dans les graines oléagineuses et les fruits secs. Voilà. Et ça, c'est des aliments qui sont très, très riches en fibres dans la mesure où ils sont déshydratés. Donc, il va y avoir une concentration de fibres. Et par ailleurs, souvent, on parle de super aliments dans la mesure où, en fait, comme ils sont concentrés, ils sont aussi concentrés en minéraux. Et donc, ils ont une composition qui est très, très intéressante. Alors, c'est bien d'avoir à l'esprit aussi que on peut distinguer des sources naturelles de fibres, donc dans les fruits et légumes, dans les produits céréaliers, dans les légumes secs, dans les tubercules, dans les graines oléagineuses, et puis une source ajoutée, hein. Et j'en profite pour faire passer un message en termes d'équilibre alimentaire. L'idée, quand on veut respecter un bon équilibre alimentaire, c'est de s'orienter le plus possible vers une alimentation à base de produits bruts et une cuisine à base de produits bruts. Dès qu'on va vers une alimentation ultra transformée avec beaucoup de produits transformés, ben, c'est toujours moins intéressant pour notre santé. En tout cas, il faut comprendre que les fibres, on les utilise comme des ingrédients et comme des additifs dans les aliments ultra transformés. Il y a des fibres qui sont purifiées et isolées, qui sont incorporées dans certains aliments pour leurs propriétés technologiques. Hein, on va les utiliser pour leur pouvoir texturant, pour leur pouvoir gélifiant, pour leur pouvoir émulsifiant. Donc, vous allez les retrouver dans des boissons, dans des glaces, dans des produits laitiers pour donner de la texture, hein. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Donc là, je vous ai mis aussi un listing, en fait, avec les aliments les plus riches en fibres. Donc vous retrouvez en premier lieu le son de blé, hein, avec 42 grammes de fibres pour 100 grammes. Donc voilà, avec essentiellement des fibres insolubles. Donc attention, le son de blé, vous pouvez en parsemer un peu dans vos salades, mais ça reste assez irritant pour le tube digestif. Ensuite, on a les graines de chia, qui sont extrêmement riches en fibres et elles sont connues pour leur grande... voilà, enfin, elles contiennent énormément de fibres solubles et du coup, elles sont très intéressantes aussi. Donc, les flageolets, le chocolat noir, voilà, le muesli. Donc, n'hésitez pas à en prendre au petit déjeuner. Le muesli, c'est un super petit déj. Les amandes, les noisettes, les lentilles, les artichauts. Donc là, vous avez un listing des aliments les plus riches en fibres. On voit le pain complet là. Dans un bon équilibre alimentaire, c'est toujours intéressant de privilégier les pains les moins raffinés par rapport au pain blanc, hein. Toujours, alors là, vraiment très, très, très important. Donc, si on reprend un petit peu les différences entre les fibres insolubles et les fibres solubles, les fibres insolubles, elles ne se mélangent pas à l'eau, mais elles vont agir comme une éponge et se gonfler au contact de l'eau, hein. Donc, elles vont créer un ballast au niveau de l'intestin et puis elles vont pouvoir stimuler du coup l'avancée du bol alimentaire et tout le long du tube digestif. Elles vont stimuler voilà, enfin, la motricité intestinale. Les fibres solubles, elles vont, par leur propriété de viscosité, créer un gel et en se mélangeant à l'eau, hein. Et donc, du coup, elles vont créer un gel qui va se mettre comme un petit filet de pêche autour de tous les nutriments et du coup, ça va permettre un ralentissement de l'absorption de certains nutriments, notamment des sucres et notamment du cholestérol, hein. Donc ça, c'est des actions qui, vous allez le voir, sont très intéressantes pour notre santé, hein. Donc là, j'ai refait un petit récap des aliments, voilà, enfin, en images, des aliments qui contiennent des fibres insolubles.
Donc les céréales, bien sûr, les céréales complètes, le son de blé, le riz complet, les aliments à base de grains entiers, les noix, les graines, les amandes avec la peau, les légumes et notamment les légumes à feuilles vertes. Voilà, par exemple, le vert de poireau, c'est ce qu'il y a de plus riche en fibres, le céleri, les radis, les brocolis, voilà. Les fruits, bon, alors celui qui contient le plus de fibres insolubles, ça va être la rhubarbe. Voilà. D'ailleurs, c'est souvent, il y a pas mal de compléments alimentaires à base de rhubarbe pour lutter contre la constipation, que vous retrouvez souvent. Alors, la même chose sur les fibres solubles. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de légumes qui contiennent des fibres solubles. Là, on voit les carottes. Dans la carotte, ça, c'est vraiment la carotte cuite. C'est un aliment qu'on utilise souvent dans un régime antidiarrhéique parce qu'elle est très riche en pectine et très riche en fibres solubles. Du coup, la pomme, la poire, l'orange, je vous en ai parlé tout à l'heure, ça c'est voilà, beaucoup de pectine aussi. Les dattes, les pruneaux. Alors les figues sèches, les dattes, les pruneaux, il y a un mix entre des fibres insolubles. Vous voyez, dans les figues sèches, les petits grains, ça c'est plutôt des fibres insolubles. Mais à l'intérieur, vous avez aussi des mucilages et des fibres solubles qui vont créer ce gel. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des graines de lin et des graines de chia qui deviennent, qu'on trouve de plus en plus dans les supermarchés, dans les commerces, qui sont très à la mode. Parce qu'elles sont très utiles pour nous. Elles contiennent beaucoup de fibres solubles et peuvent être très utiles du coup pour lutter contre la constipation. Et donc, vous pouvez les mettre voilà, dans vos yaourts, vous pouvez les mettre dans vos salades, vous pouvez les mettre dans vos muesli, dans vos salades de fruits, une petite cuillère à café. Voilà, et ça a une efficacité très intéressante. C'est vraiment très efficace. Et en plus, il faut savoir que il n'y a pas que des fibres dans ces graines, il y a aussi voilà, une teneur très intéressante en minéraux. Donc voilà, il faut le savoir aussi. Alors, quelle quantité de fibres par jour? On recommande pour un adulte d'avoir entre 25 et 30 grammes de fibres par jour. Pour un enfant, moins, parce que voilà, on va avoir cette idée de diversifier l'alimentation. Donc pour les enfants, pour un enfant de 10 ans, on va préconiser, recommander 15 grammes de fibres par jour. Et il faut savoir qu'il y a souvent des enquêtes qui sont réalisées auprès de la population générale et on voit que la consommation française actuelle, aujourd'hui, elle est entre 18 et 22 grammes de fibres par jour, ce qui est trop peu, ce qui est insuffisant. Et du coup, en fait, vous savez, il y a un programme national nutrition santé qui nous donne voilà, des recommandations pour être plus en forme grâce à notre alimentation et qui nous donne des repères de consommation. Et en fait, ces repères, ils évoluent en fonction de ce qu'on observe dans la population. Et donc là, depuis 2019, comme on a réalisé que les Français ne consommaient pas assez de fibres, ils ont préconisé d'avoir plus souvent des légumineuses dans la semaine, de consommer plus souvent des légumineuses, et aussi d'avoir une petite poignée de graines et de fruits oléagineux par jour. Alors, bon, après, il ne s'agit pas d'en consommer trop, parce que ces graines et ces fruits oléagineux, ils sont aussi très, très riches en matières grasses. Donc, du coup, également très, très caloriques. C'est 600 calories ou 100 grammes. Mais avec une petite poignée, ça nous permet d'avoir un bon apport en fibres. Donc, en gros, les repères, si on suit les repères du Programme national nutrition santé, on peut réussir à avoir une alimentation qui est suffisamment riche en fibres
et à être dans les recommandations autour de 25 à 30 grammes. Donc l'idée, c'est de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Alors si on détaille, c'est plutôt 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Donc ça va être par exemple une orange le matin au petit déjeuner, ensuite au déjeuner une carotte râpée, donc une crudité, puis en plat principal on peut accompagner avec un légume vert ou des légumineuses. Voilà. Ensuite, le soir, vous pouvez reprendre une soupe, donc une autre portion de légumes, et avec une compote, par exemple. Donc, vous arrivez facilement à vos 5 portions de fruits et légumes par jour. Ensuite, c'est bien d'avoir des légumes secs assez souvent dans la semaine. Hein. Donc, les légumes secs, les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, haricots rouges, les fèves. Voilà, ça c'est très, très intéressant. Davantage de graines et d'oléagineux, j'en ai parlé. Et puis aussi, de toujours essayer de privilégier des céréales non raffinées. Hein. Donc céréales non raffinées, plutôt que du riz blanc, prendre du riz complet, du quinoa qui est très riche en fibres. Voilà, d'avoir toujours des pains complets, des pains aux graines, des pains, souvent dans les boulangeries on trouve des pains nordiques ou des pains aux céréales, au seigle. Donc ça c'est des pains qui sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches en fibres que des pains blancs et avec de la farine blanche. Donc là, je vous ai remis, voilà, c'est un petit aparté, mais je vous ai remis un outil que j'utilise très souvent pour parler rapidement des repères de consommation et de l'équilibre alimentaire. La pyramide alimentaire, vous voyez, donc à la base, c'est là où vous devez avoir voilà, ce qu'il y a en quantité la plus importante et en fréquence la plus importante. Et plus on réduit la pyramide, plus on diminue les quantités. Hein, donc, on vous dit l'activité physique, c'est important. Ensuite, on vous parle de l'hydratation. Hein, voilà, avec l'eau qui est la seule boisson qui est vraiment importante pour nous. Ensuite, donc à la base de la pyramide, on retrouve les fruits et légumes, avec, vous voyez, plutôt 3 portions de légumes et 2 portions de fruits. Hein. Donc aliments très riches en fibres, à la fois solubles et insolubles. Ensuite, on retrouve tout ce qui est féculent, avec à la fois les légumineuses, les pommes de terre, patates douces et toutes les céréales, en privilégiant le maximum de fois tout ce qui est le moins raffiné possible. Ensuite, donc le repère, c'est à chaque repas, en fonction de l'appétit, mais aussi en fonction de l'activité physique. Hein. Si vous êtes extrêmement sédentaire, là, vous pouvez réduire un peu les féculents. Ensuite, donc, vous avez tout ce qui est la viande, le poisson, les œufs, autour de 1 à 2 portions par jour, les produits laitiers, les matières grasses ajoutées, donc vous voyez la pyramide se réduit, et enfin tout ce qui est sucre et produits gras et sucrés, où là encore, en fait l'idée c'est d'avoir, il n'y a jamais d'interdit, mais on essaye d'avoir une alimentation plaisir, mais en essayant de diminuer la fréquence de ces aliments à la fois gras et sucrés. Voilà. Donc ça, je vais passer là-dessus. Pour aller un petit peu plus concrètement sur quelle quantité de fibres par jour, c'est bien d'avoir un peu des repères, de savoir comment on fait pour répondre aux recommandations, pour arriver à vos 30 grammes de fibres par jour. Par exemple, vous pouvez avoir, vous voyez que dans les fruits et les légumes, vous voyez qu'une entrée de crudité ou un fruit entier, ça vous apporte à peu près 3 grammes de fibres. Ensuite, un plat principal avec en accompagnement des légumes cuits, ça va vous apporter à peu près 5 grammes de fibres. Si vous avez un autre repas, des céréales complètes, eh bien vous allez apporter 2,5 grammes de fibres. Un autre repas, des légumineuses, alors là c'est le top, hein.
vous apportez à peu près 10 à 14 grammes de fibres, une petite poignée d'amandes ou de noisettes, 4 grammes de fibres, et puis 3 pruneaux avec votre fromage blanc au goûter ou en dessert le soir, 2,5 grammes de fibres. Donc finalement, en fait, ces 30 grammes de fibres par jour, on peut y arriver facilement, hein, voilà, sans faire énormément d'efforts finalement, je trouve. Je trouvais ça important aussi de vous faire un petit focus sur la réglementation et les étiquettes. Donc voilà, pour savoir un peu de quoi on parle, parfois sur l'étiquette des produits, on va avoir des mentions qui nous parlent des fibres, hein, de la composition en fibres de certains produits. Donc quand vous avez marqué source de fibres, ça veut dire que la teneur en fibres est supérieure à 3 grammes de fibres pour 100 grammes d'aliments ou à 1,5 g de fibres pour 100 kilocalories. Et riche en fibres, ça veut dire que c'est supérieur à 6 grammes de fibres pour 100 grammes ou supérieur à 3 grammes de fibres pour 100 kilocalories. Donc là, je vous ai mis des exemples, vous voyez, de produits dans lesquels vous pouvez avoir ce type de mention. Voilà. Bon, ça, les étiquettes, on peut en faire voilà, enfin, une conférence, voire même plusieurs conférences entières, tellement il y a de choses à dire. Et en même temps, voilà, enfin, il faut être un consommateur avisé sans se faire avoir par voilà, le marketing. Hein, c'est vraiment ça. Alors, sur le rôle et les actions des fibres, eh ben on va rentrer un petit peu dans le détail et on va voir pourquoi c'est si important finalement de consommer suffisamment de fibres. Hein. On va voir que c'est vraiment très bénéfique pour nous. Alors, bon, un des premiers rôles des fibres et que en général tout le monde connaît, c'est la régulation du transit intestinal. Mais c'est bien de comprendre exactement comment ça se passe, cette régulation du transit intestinal. Les fibres solubles, elles vont augmenter le volume du bol alimentaire et elles vont changer la consistance des selles en les rendant visqueuses et plus molles grâce à leur pouvoir de rétention d'eau. Hein. En parallèle, les fibres insolubles et peu fermentescibles, elles vont stimuler la motricité du type digestif et notamment au niveau du côlon et elles vont accélérer la vitesse du transit. Et puis parallèlement, il y a certaines fibres, notamment les fibres fermentescibles, qui vont augmenter l'activité microbienne au niveau du côlon avec la production de gaz. Donc voilà, enfin, il va y avoir cet effet-là également. Donc, vous voyez, ça nous permet finalement, les fibres avec un bon mélange soluble et insoluble, de n'y avoir la diarrhée et de n'y être constipé. Hein. Mais en parallèle, c'est important d'avoir, parce que moi j'ai pas mal de personnes qui viennent me voir en consultation et qui ont une alimentation riche en fibres, mais à côté, ils ont une très mauvaise hygiène de vie. C'est-à-dire beaucoup d'émotions, beaucoup de stress, ils ne dorment pas bien, ils ont des rythmes de vie irréguliers, et tout ça, en fait, ça joue sur des épisodes de constipation ou de diarrhée. Hein, c'est vraiment, on entend souvent dire, hein, le tube digestif, c'est notre deuxième cerveau. Hein. C'est l'organe qui est le plus innervé du corps. Donc, il fonctionne grâce au système nerveux autonome. Mais finalement, ce système nerveux autonome qui fonctionne tout seul, il est relié au système nerveux central. Et du coup, dès qu'on a des émotions, dès qu'on a des stress, hop, ça se répercute au niveau de notre confort digestif. Et on peut avoir des troubles qui ne sont pas forcément en lien direct avec les aliments qu'on consomme. Hein. Voilà. Fibres et régulation du transit. Donc, pour lutter contre la constipation, 3 points clés essentiels. Donc, le premier, il faut bouger suffisamment. Hein. Bouger suffisamment, ça permet de stimuler le transit. Deuxième point, boire suffisamment. Hein. En plus, quand on avance en âge, nos besoins en eau sont augmentés. Donc, c'est important de prendre... voilà, d'avoir ce réflexe de boire très régulièrement, pas forcément au sein des repas, mais tout au long de la journée.
1,5 à 2 litres d'eau par jour. Et il faut savoir que des eaux riches en magnésium vont stimuler le transit, hein, vont avoir une action voilà, sur la contraction musculaire et donc stimuler le transit. Donc on peut parler de certaines eaux comme Contrex, Courmayeur. Ah bah, je me suis trompée là. En fait, c'est Épar, Courmayeur, Contrex qui ont des teneurs intéressantes en magnésium. Donc l'idée, c'est de boire, quand vraiment vous avez des troubles de constipation, de boire un verre par jour, plutôt le matin à jeun, ça aide bien. Et après, bien sûr, d'avoir une alimentation riche en fibres, hein. Je vous ai expliqué pourquoi. Donc céréales non raffinées, légumes, fruits, légumineuses, graines oléagineuses, avec, si ça ne marche pas, aussi des graines de chia, des graines de lin broyées, hein, ou du psyllium en poudre ou en gélule que vous pouvez trouver à la pharmacie. Fibres et régulation du transit, donc inversement, pour lutter contre la diarrhée, quelques principes hein, que je rappelle, mais que de nombreuses personnes connaissent déjà. L'idée déjà, c'est première chose, de supprimer le lactose. Le lactose, c'est le sucre du lait. Et donc, ce lactose, ce sucre de lait, il a la propriété de stimuler le transit. Donc, en fait, il faut supprimer les aliments qui contiennent beaucoup de lactose, donc le lait hein, principalement, les boissons lactées, les yaourts, les fromages blancs, les entremets, les fromages frais, voilà, et les crèmes glacées. Hein. Par contre, le fromage à pâte dure n'en contient plus du tout hein, de lactose, parce que tout le lactose est parti dans le petit lait. Et puis, à côté, l'idée, c'est de supprimer toutes les fibres irritantes hein, et de conserver des fibres solubles et cuites. Hein, purée de carottes, courgettes, de courges, purée de pommes, de coings, pommes, bananes. Quand c'est des diarrhées très fortes, on peut aussi consommer du riz blanc et boire de l'eau de riz. Et pour lutter contre la déshydratation, il faut au minimum boire 2 litres d'eau par jour. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des troubles digestifs. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir des troubles digestifs de type colopathie fonctionnelle. On parle aussi du syndrome de l'intestin irritable. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, ça se compose en fait de douleurs abdominales ou de ballonnements ou de troubles du transit, donc des diarrhées ou des constipations prédominantes, voire une alternance entre les deux, au moins une fois par semaine au cours des 3 derniers mois. Donc les personnes qui souffrent de colopathie fonctionnelle, en gros, tout fonctionne très bien, mais malgré tout, ils ont des grosses douleurs. Et donc en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter une alimentation de confort digestif avec des règles d'hygiène de vie, hein, essentiellement, avec des horaires réguliers de repas, de bien mastiquer, hein, les aliments parce que la digestion, elle commence en bouche. C'est là où on prépare le bol alimentaire, on casse les fibres. Donc c'est très important d'avoir une bonne mastication. Pas de repas trop copieux ni trop gras. Pas de boissons gazeuses ni de chewing-gum, hein, parce que ça va favoriser voilà, les gaz dans le côlon. Pas d'épices fortes qui stimulent le transit. Et puis, au niveau des fibres, un apport en fibres adapté, on va dire. Donc, il ne faut surtout pas supprimer toutes les fibres, mais vraiment adapter ces apports aussi en fonction de ses tolérances. Hein. Donc, il faut quand même limiter les fibres insolubles et irritantes, vers de poireaux, rhubarbe, son de blé. Bon, ça, il ne faut pas en prendre trop. Il faut avoir un apport adapté en crudité, hein, des petites portions de crudité. Éviter d'avoir voilà, une crudité en entrée et une crudité fruits en dessert, par exemple. Ça peut faire trop. Et puis, il faut essayer de limiter aussi les fibres fermentescibles qui vont, comme les choux, les légumineuses, les champignons, les artichauts, qui peuvent fermenter beaucoup et dans le côlon et du coup avoir des gaz, entraîner des ballonnements et des gaz
mais de façon un peu trop importante. Hein. Après, il faut se poser la question de l'intolérance au lactose, hein, qui peut entraîner des ballonnements, aussi des diarrhées. Et puis, dans certains cas, il y a certains gastro-entérologues qui proposent un régime pauvre en sucre FODMAP. Hein. Donc ça, c'est des sucres qui vont fermenter au niveau du côlon. Et puis, il faut savoir que quand on souffre de colopathie fonctionnelle, on peut se diriger vers une association qui s'appelle aspi.org et qui peut donner pas mal de conseils. Et on peut aussi se faire accompagner par un diététicien ou un nutritionniste pour mettre en place cette alimentation de confort digestif. On peut aussi parler rapidement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc ça, c'est des maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui évoluent par poussée et qui entraînent des douleurs et des gros troubles digestifs. Donc ça, ces maladies-là, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire en période de poussée? Il faut bien sûr avoir un régime antidiarrhéique ou très très pauvre en fibres avec un traitement, hein, un suivi hospitalier, mais en dehors de ces périodes de poussée de la maladie, il faut surtout adopter une alimentation la plus variée possible et surtout ne pas supprimer les fibres alimentaires. Hein. Il y a beaucoup de personnes en fait qui, comme elles ont le souvenir de leur poussée, elles ont peur de réintroduire les fibres, alors que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut avoir une alimentation la plus variée et ne surtout pas supprimer les fibres. Là encore, il y a une association qui s'appelle l'association François Aupetit, avec des professionnels experts qui sont à l'écoute de ces personnes et qui peuvent donner des bons conseils pour vivre avec ces maladies qui sont très handicapantes. Voilà. Alors, du coup, je vais passer à un autre rôle des fibres, c'est la régulation de la glycémie. Hein. Ça, c'est un rôle qui est fondamental et qui est vraiment très, très utile. Les fibres solubles, vous vous souvenez, elles créent un gel, elles sont visqueuses et elles vont former un gel autour des sucres. Et du coup, qu'est-ce que ça va provoquer? En fait, elles vont ralentir la digestion et l'absorption des sucres et éviter, si vous voulez, d'avoir des pics au niveau de la glycémie postprandiale. Hein. Éviter d'avoir des pics de glycémie postprandiale. Vous voyez, on le voit sur le schéma. Quand il n'y a pas de fibres, l'index glycémique est très élevé, donc c'est la courbe rouge. Hein, donc on peut avoir un gros pic après le repas, puis après, ça redescend très très vite, et puis on peut même avoir un risque d'hypoglycémie. Alors que quand on regarde la courbe verte, avec un index glycémique bas, donc avec en partie une alimentation riche en fibres, eh ben, on va avoir une assimilation des sucres beaucoup plus sur la durée et du coup ne pas avoir de pic hyperglycémique postprandial. Donc c'est très intéressant. Donc en fait, les bénéfices, vous voyez, ça permet de réduire le pic glycémique postprandial et du coup, par voie de conséquence, il y a une diminution de la réponse insulinique derrière. Hein. Donc finalement, une alimentation riche en fibres, ça permet de prévenir l'apparition d'un diabète de type 2 hein, chez des personnes qui ont une glycémie limite et le médecin leur dit attention, là vous avez une glycémie qui est un peu au-delà de 1 à 1,15, voilà, donc c'est pas encore des personnes qui sont diabétiques mais qui ont une glycémie limite. Le fait d'avoir une alimentation riche en fibres, ça peut vraiment les aider. Et puis, bien sûr, ça permet de mieux réguler les glycémies chez un diabétique de type 2. Hein. Ça, c'est essentiel. Ça fait partie de l'alimentation du diabétique de type 2. Les fibres, elles vont aussi avoir un rôle sur la régulation de la faim et de la satiété. Hein. Et là encore, c'est les fibres solubles et visqueuses qui vont jouer ce rôle. Elles vont diminuer la vitesse de digestion et d'absorption des nutriments et donc, du coup, avoir un rôle indirect
sur la régulation de notre faim et de notre satiété. Hein. Ça va nous permettre finalement, quand on a un repas qui contient pas mal de fibres, d'avoir une assimilation des nutriments plus sur la durée, d'avoir une satiété qui est plus pérenne dans le temps et d'éviter les fringales. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment, vraiment très important. Et enfin, les fibres solubles et visqueuses, elles vont aussi avoir un rôle pour piéger le cholestérol alimentaire et du coup diminuer son absorption par le corps. Hein. Le cholestérol, les 2/3 du cholestérol, c'est notre corps qui le fabrique et le tiers restant, c'est le cholestérol alimentaire. Hein, donc vous retrouvez dans les aliments animaux, donc les viandes grasses, le beurre, la crème, les fromages, si vous en consommez en trop grosse quantité. Si vous avez à côté une alimentation riche en fibres, ben, vous voyez sur le schéma, en fait, les fibres alimentaires vont se créer un complexe avec le cholestérol et permettre d'éviter son absorption par le corps. Hein. Donc ça, c'est intéressant en termes de prévention cardiovasculaire. Souvent, on entend, voilà, les margarines anti-cholestérol, les produits les Actimel, anti-cholestérol, tout ça. Pourquoi pas? Mais franchement, il suffit d'avoir une alimentation riche en fibres avec des aliments bruts et vous avez les mêmes effets, voire des effets qui sont voilà, démultipliés. Hein. Ça ne sert à rien de prendre forcément des produits ultra transformés. Alors, je continue sur les bénéfices santé d'une alimentation suffisamment riche en fibres. Donc, vous avez vu, en fait, c'est lié à la propriété, aux propriétés des fibres hein, et leurs actions dans l'intestin grêle. Les bénéfices santé, donc on a parlé d'une meilleure régulation de la satiété, mais du coup, une stabilisation du poids et une réduction du risque de surpoids. Hein, quand on a une alimentation riche en fibres ou suffisamment riche en fibres, eh ben, on arrive à stabiliser son poids. Hein. Il y a une réduction du risque de maladies cardiovasculaires, hein, notamment en permettant de diminuer l'hypertension artérielle, de diminuer l'hypercholestérolémie, et puis une réduction du risque de développer un diabète de type 2 ou voilà, de mieux réguler un diabète de type 2 déjà existant. Quels sont les autres bénéfices santé? Il y a pas mal de nombreux effets protecteurs aussi sur les risques de développer des cancers du côlon, du rectum et de l'estomac. Donc ça, ça a été vraiment démontré. Le lien est très très net entre les deux. Hein. Consommation de fibres, effet protecteur sur le risque de développer un cancer du côlon, du rectum et de l'estomac. Et de façon moins évidente, mais qui a été démontrée également par l'INCa, il y a une réduction du risque de cancer du pancréas, de l'endomètre et du sein. Hein. Donc vous voyez, c'est quand même, je trouve ça vraiment intéressant de pointer ça. Donc là, sur tout ce qui est transit, on en a parlé, diminution de la pression, de l'hypertension artérielle, diminution de l'hypercholestérolémie, on en a parlé aussi, et du coup, diminution de tout ce qui peut se passer au niveau cardiovasculaire et des risques d'infarctus. Hein. Ça paraît évident. Donc, vous voyez, cette alimentation riche en fibres, voilà, on comprend pourquoi on nous les recommande, hein, ces fibres. Hein. Elles ont vraiment de nombreuses actions et bénéfices pour notre santé. Alors là, je vais développer un autre aspect qui est important, c'est l'impact des fibres, le bénéfice des fibres, l'action des fibres sur notre microbiote intestinal. Alors, qu'est-ce que c'est le microbiote intestinal? Le microbiote intestinal, avant, on parlait de notre flore intestinale. Hein. Aujourd'hui, on parle de microbiote. Il faut savoir que notre tube digestif, quand il est à maturité, il abrite 100 000 milliards de bactéries. Donc, c'est énorme. Et ces bactéries, elles s'installent majoritairement au niveau du côlon. Hein. Donc, si à titre d'exemple, c'est 2 à 10 fois plus
que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Hein. Et donc, ça représente, c'est un poids de 2 kilos. C'est énorme, en fait, hein, c'est énorme. Mais on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Et ce microbiote, voilà, c'est comme un organisme dans notre organisme. Hein, vous voyez, c'est quasiment ça. Il est propre à chaque individu. Hein, donc, chaque individu a un microbiote, développe un microbiote qui lui est propre. Hein. Il reçoit quelque chose à la naissance, puis après, ça se développe aussi en fonction de son environnement, de la façon dont il va s'alimenter, voilà. Et il peut y avoir ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire que le microbiote, ben, il ne fonctionne pas correctement. Une dysbiose, on appelle une dysbiose quand il y a une diminution des bactéries du microbiote, soit en nombre, soit en variété. Et en fait, les chercheurs, aujourd'hui, ils ont remarqué qu'il y avait un lien entre le développement de certaines maladies métaboliques chroniques ou inflammatoires et une dysbiose. Hein. Très clairement, chez les personnes qui sont diabétiques de type 2, les personnes qui ont des MICI, donc des maladies intestinales chroniques de l'intestin inflammatoire, là aussi, hein, il y a des liens avec une dysbiose et un microbiote intestinal qui est fragilisé. Il y a aussi des liens avec les dépressions. Voilà, enfin, bon, là, c'est encore les chercheurs, ils travaillent énormément encore sur tous ces sujets, mais en tout cas, c'est voilà, en lien très fortement. Alors, donc là, je vais aussi vous parler de certaines définitions. Peut-être, c'est important de faire un rappel sur ces définitions. Les probiotiques, qu'est-ce que c'est un probiotique? Ça contient des micro-organismes vivants, hein, des bactéries, des levures qui exercent un effet bénéfique sur l'organisme qui les ingère. Hein, donc, les aliments fermentés, par exemple, sont des probiotiques. Le yaourt, la choucroute, le kéfir, donc ça, c'est des aliments fermentés qui sont des probiotiques. Et puis, on trouve maintenant des compléments alimentaires à la pharmacie à base de probiotiques qui sont parfois donnés par certains gastro-entérologues pour réensemencer la flore intestinale, pour réensemencer le microbiote intestinal. Et puis, on appelle les prébiotiques. Les prébiotiques, ça va être les fibres alimentaires qui vont favoriser le développement des bactéries du microbiote intestinal. En fait, là, vous voyez ail, banane, asperges, chicorée. Donc ça, c'est que des végétaux qui sont riches en fibres, notamment fermentescibles et solubles, qui vont nourrir les bactéries du microbiote intestinal. Donc, c'est important hein, de bien nourrir son microbiote pour favoriser son bon développement et pour permettre qu'il joue pas mal de rôles. Hein. Donc, on va voir, là, vous voyez, l'action des fibres sur le microbiote intestinal. Ce schéma, on voit que notre microbiote intestinal, donc nos 100 000 milliards de bactéries, on peut les nourrir par les fibres, hein, par les prébiotiques, et on peut réensemencer ce microbiote par des probiotiques. Hein. Par exemple, quand on a eu un traitement antibiotique ou quand on a eu des anti-inflammatoires parce qu'on avait très très mal au dos et que le médecin nous a donné des anti-inflammatoires, le microbiote, on le détruit en partie, et du coup, c'est bien de prendre des probiotiques pour réensemencer cette flore intestinale. Et là, on voit hein, que ce microbiote intestinal, hein, toutes ces bactéries, elles jouent des rôles très importants pour nous. Hein. Elles vont jouer des rôles au niveau de la digestion, au niveau de la protection de la muqueuse intestinale, au niveau de notre immunité. Et elles ont aussi un effet barrière. C'est-à-dire qu'elles vont détruire les bactéries pathogènes qui vont rentrer dans notre organisme. Donc, limiter les infections, voilà, et le développement des bactéries pathogènes. Là, je vous ai mis tous les bénéfices des bactéries du microbiote intestinal, tous les rôles qu'elles jouent, ces bactéries du microbiote. Elles protègent contre les bactéries néfastes. Elles régulent notre système immunitaire.
Donc c'est pour ça qu'en fait, vous voyez, toutes les maladies où il y a un problème d'immunité, comme les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est en lien. Hein. C'est parce que le microbiote est fragilisé. Ça renforce les tissus de la paroi intestinale, ça aide à la digestion des aliments, ça produit des vitamines, elle favorise aussi l'absorption de certains minéraux, elles atténuent le symptôme de certaines maladies et troubles digestifs, elles aident à réguler le poids et elles améliorent la santé cardiaque. Donc ça, c'est tout ce que les chercheurs ont mis en avant comme bénéfice de ces bactéries du microbiote intestinal. Donc vous comprenez bien que quand on voit toutes les actions du microbiote, eh ben on se dit autant le nourrir correctement avec suffisamment de fibres. Donc ça, c'est voilà, une image qui reprend aussi toutes les actions du microbiote, donc effet barrière, renforcement des cellules intestinales, production de vitamines, voilà, effet stimulant sur l'immunité. Donc voilà, j'en ai fini sur ce dernier axe, sur le microbiote intestinal et toutes ces actions sur notre corps. C'est vraiment un sujet passionnant et je pense que c'est l'avenir de la recherche. Hein. Il y aura sûrement plein de choses à développer par rapport à ça. Voilà, donc en conclusion, je dirais que voilà, l'idée, c'est d'avoir un bon équilibre alimentaire, et de comprendre que finalement, une alimentation qui est suffisamment riche en fibres, voilà, il y a de nombreux bénéfices santé au niveau de la stabilité du poids, de la satiété, du transit, de la régulation de la glycémie, de la régulation du cholestérol, de la prévention des cancers, donc vous voyez, et puis en plus, on nourrit notre microbiote. Donc, voilà. Donc, ne les oubliez pas, ces fibres, et puis intégrez-les dans vos recettes avec des petites graines dans vos salades, dans vos mueslis, des légumineuses et surtout des fruits et légumes à chaque repas. Voilà, bah écoutez, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, je vais juste rapidement reprendre le contrôle pour faire les dernières slides. Donc, merci beaucoup Emmanuel, merci à tous pour votre attention. On vous remet le petit questionnaire de satisfaction comme à chaque fois. Je vais également vous le poster dans le chat, comme ça vous l'aurez, même si je passe à la slide suivante. Alors, vous pouvez également retrouver du coup tous les autres projets de Gwendoline et de Movadom sur sa chaîne YouTube, donc sur Gwendoline Co13. Vous retrouverez en fait tous les replays des différentes conférences si vous voulez les revisionner ou si vous en avez raté une qui vous intéressait. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. Comme vous le savez sûrement déjà, Gwendoline et Isabelle Palassin ont réalisé un livre audio et un podcast sur le déménagement des seniors, donc je vous invite également à aller y jeter un coup d'œil. Nous vous mettons également le lien et l'heure pour vous inscrire à la prochaine conférence du coup qui aura lieu le 8 février à 10h30 sur lutter contre l'isolement. Donc vous avez le petit lien en bas, donc movadom.eventbrite.com pour du coup vous y inscrire si vous le souhaitez. J'en profite du coup pour tous vous remercier pour votre attention. On va passer aux questions juste après. Je remercie encore également notre financeur qui est la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de Seine-Saint-Denis et avec le soutien du coup de la CNSA. Donc merci à tous.